Le fait d'avoir été entrepreneur nous a probablement biaisé dans l'analyse des dossiers. On s'était projeté inconsciemment dans c'est super, voilà comment je le gérerais. Ouais, sauf que c'est pas nous qui le gérons, c'est eux. On est quand même dans un pays où le capitalisme c'est sale, investir c'est sale. Si demain tu dis j'ai investi 10 000 euros et j'ai gagné de l'argent, les gens vont dire bah t'as pas travaillé, c'est pas bien. Si les gens ils s'essayent à ça, qu'ils y prennent goût et que ça devient quelque chose d'accepté en France, peut-être qu'un jour on aura un bout de retraite par capitalisation. On a 70% du deal flow qui doit être de l'IA et là c'est plus problématique. T'as parfois des valos un peu délirantes. Il arrive assez régulièrement qu'on s'arrête en cours de route, t'as de la hype autour d'une boîte, t'as 12 fonds qui veulent investir, et là souvent on pose le crayon en disant désolé, nous ne fera pas. Et l'histoire de 2021 montre quand même qu'il faut un peu faire gaffe au valo. Tu vois passer des boîtes maintenant qui ont quelques millions d'ARR au bout de quelques mois, c'était impossible avant. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Entretien avec un VC. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir François Paulus. Bonjour François. Bonjour, tu vas bien ? Très bien, merci. Donc cette émission, c'est votre émission qui décrypte les coulisses de l'investissement, de la tech, de l'impact, en France comme en Europe. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir non seulement d'accueillir François en tant que managing partner de Brega, mais on va pouvoir en profiter pour discuter investissement dans l'innovation, mais investissement aussi en Afrique. Parce qu'on n'en parle pas souvent d'investissement en dehors de l'Europe. On parle un peu des US, mais on parle rarement de l'Afrique, en tout cas dans mon émission pour le moment. Et puis voilà, comme à l'accoutumée, ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, d'où tu viens, comment tu es tombé dans cette marmite du venture capital. Et puis voilà, peut-être en introduction, rappeler que Brega, tu l'as créé avec Maximilien Bacco et Ben Marel. Ça m'intéresserait aussi de savoir quand tu les as rencontrés, parce que vous êtes tous les trois dans ce beau navire qu'est Brega. Donc merci encore de ta présence, et puis c'est à toi. On est parti. Donc je suis tombé dans cette marmite par hasard, et un peu à cause de Ben et Max, on va en parler. Donc moi, le fil directeur de ce que j'appellerais ma carrière, quote unquote, c'est co-créer des boîtes et avoir du capital dans les boîtes où je travaille. En fait, mon père était autodidacte entrepreneur et assez vite, j'ai compris, bien que je m'en défendais, que je voulais finalement faire comme lui, après avoir dit que je ne voulais pas faire comme lui, et que donc je ne voulais pas être salarié, etc. Donc j'étais en fait salarié 3 ans dans ma carrière au début, et j'ai assez voulu... Une boîte de conseil qui s'appelait Pierre Audouin Conseil, qui faisait du conseil en marketing, stratégie pour les ESN, ce qu'on appelait les SS2I à l'époque. Et assez vite, j'ai demandé au fondateur, qui s'appelait Pierre Audouin, de rentrer au capital. Mais j'avais un peu 25 ans, il avait un peu 60, et il m'a un peu dit non. Du coup, je suis parti faire autre chose de ma vie. Et donc, j'ai co-créé j'ai créé un département de conseil, toujours en marketing, en stratégie, dans les télécoms, au sein d'une petite boîte de conseil existante. Et j'ai créé ce département from scratch. Je suis rentré au capital, et on a vendu la boîte à Wavestone quelques années après. Donc ça, c'était mon premier pied dans l'entrepreneuriat. Après, j'ai été actionnaire, fondateur et, bien que je n'ai pas travaillé, administrateur d'un opérateur télécom qui s'appelait Nets, qu'on a vendu à Tiscali. Et après, j'ai eu la chance d'être un des premiers salariés de Louis Dreyfus Communication, donc pas du tout créé par moi, mais créé par Jacques Veyrat. Et là, c'est l'aventure extraordinaire. J'y ai passé jusqu'à ce qu'on vende la boîte à SFR, sous le nom de 9CGTL cette fois-ci. Donc on a fait une quinzaine d'acquisitions, on a fait l'IPO sous le nom de 9CGTL, on a vendu à SFR, et c'est là que je suis devenu business angel. Et pendant juste qu'on revienne un peu sur ton parcours, pendant la partie, par exemple la partie Veyrat, tu étais justement un peu actionnaire ? Oui. Parce que le premier salarié... le premier, j'étais dans les, on va dire, 30 ou 50 premiers. En fait, j'ai eu assez classiquement des stock options. Et puis aussi, en fait, j'ai voulu acheter des actions. Donc en fait... Oui, tu as été proactif. Je me rappelle très bien. Moi, tout l'argent que j'avais gagné sur Nets, j'ai dit à Jacques Veyrat, je veux le réinvestir dans LDCom. Et il m'a dit, ça tombe bien parce que je voulais pas t'en vendre plus, donc je ne donnerai pas le montant, mais voilà, j'ai investi un certain montant dans LDCom au tout début, en fait. Donc de mon argent, de mes économiques, en fait, en gros. Ok. Voilà. Donc oui, c'est pour ça que je considère que c'était aussi ma boîte, parce que j'étais stock optionnaire, actionnaire en dur, avec des actions que j'avais payées avec mon argent. Et c'est parce que, quelque part, tu te vois pas
en capacité de travailler à 100% si tu si tu prends pas part à l'aventure Ouais, je me capitalistique. vois pas travailler pour quelqu'un d'autre, en fait, pour le dire comme ça. Sauf si ce quelqu'un d'autre, effectivement, a des actions comme moi. Enfin, effectivement, Ouais. dans cette tranche de vie-là, j'avais quand même deux patrons, le chairman et le DG, quoi. Donc, mais c'est pas grave. T'as deux patrons, mais t'es au comité exécutif, tu fais partie des décisions, t'as des actions. C'est aussi ta boîte, tu vois ce que je veux dire. Même si t'es epsilon% de la boîte. Hein, Et l'aventure dont tu parlais juste avant, où tu disais j'ai pas Nets. tellement travaillé. Non, parce qu'en fait, j'étais pas salarié. En fait, j'avais ma boîte de conseil à l'époque. Il se trouve que c'est quelqu'un d'autre qui a eu l'idée de monter cette boîte qui s'appelait Net. On est au tout début de la libération des télécoms, et donc c'était, aujourd'hui, ça n'existe plus ce genre de choses, mais pour déployer un réseau de fibres à travers l'Europe et le sous-louer en ce qu'on appelait des longueurs d'onde. C'était révolutionnaire à l'époque. Hein. Tu prends une fibre, puis tu la découpes en morceaux, en gros, puis voilà. Donc forcément, tu arrives à louer ça moins cher que les gens qui louent de la fibre noire. Et l'idée était bête et méchante, entre guillemets, hein, mais quand tu voyais les economics et les prix à l'époque de l'infra, tu dis, waouh, on va gagner beaucoup d'argent là-dessus. Alors, c'est pas complètement comme ça que ça s'est passé. Et donc, du coup, c'est moi qui ai insisté auprès de cette personne qui avait monté cette boîte pour être actionnaire fondateur avec lui, avant qu'on lève des fonds avec des VC. Un peu comme un late founder. Ouais, un peu comme... Et être administrateur, et j'étais celui qui connaissait les télécoms, donc par exemple, je faisais les recrutements, c'est moi qui recrutais le CTO, enfin, etc. Mais j'étais pas actif. Enfin, j'étais pas actif. Après, la boîte a eu des difficultés, donc on en était à genre 2 boards par semaine. Donc voilà, pour quelqu'un qui n'est pas actif, c'était pas mal de boulot. Mais que tu as revendu positivement. Ouais, on l'a revendu à Tiscali positivement, après avoir frôlé la correctionnelle. Mais voilà, on l'a revendu positivement. D'où le petit argent que j'ai réinvesti dans LDCom. Excellent. Donc voilà. Donc là, on est en 2008, on vend 9 CGT à la SFR. Moi, je quitte pour enfin voilà, comme j'ai pas une âme de salarié, là c'était plus ma boîte, enfin tu vois, donc je quitte, je fais Même pas un petit non rien du jour au lendemain, enfin non, en vrai, j'avais déjà décidé de quitter avant. Enfin, c'est plus compliqué que Ouais. ça, parce que je m'étais toujours dit que vers 40 ans, c'est un peu les trucs débiles que tu dis quand tu démarres à 25 ans, tu dis à 40 ans, je ferai autre chose de ma vie. Et donc j'avais 42 ans. Et donc, j'avais déjà décidé de quitter, en fait. Donc finalement, le timing était bon. J'avais décidé de quitter, et là-dessus, SFR nous achète. Donc, finalement, coup de bol. C'était pas mal. T'étais dans ta quarantaine quand même. Voilà, ouais, 42, ouais. Donc, et là, je fais quoi ? Je fais angel investing. Donc, j'ai dû investir dans une trentaine de boîtes en 5 ans. Je fais des boards pour des fonds de venture capital qui viennent me chercher en board member indépendant, plutôt pour une compétence verticale, on va dire. Et je fais des missions de conseil dans les télécoms pour voir les copains, pour rigoler. Et c'est là que je rencontre Ben et Max. On va y arriver, mais ça m'intéresse. Tu me parles d'angel investing. Ouais. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont soit des entrepreneurs, qui ont cédé, soit des particuliers qui ont envie de se lancer un peu dans l'investissement. Toi, tu t'es retrouvé du jour au lendemain à vouloir faire l'angel investing, le business angels. Ouais. Comment tu t'y es pris ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as intégré des clubs, ça n'existait même pas. C'était le tout début. Tu avais un tu vas avoir quelques clubs. Tu avais le plus gros à l'époque, maintenant ça s'appelle Badge, mais ça s'appelait XMP Entrepreneur. Voilà, donc je me suis inscrit à XMP Entrepreneur. Donc c'est les clubs de Business Angels, de France Angels, type Paris Business Angels, XMP & Co. Voilà, donc ça me permettait d'aller à des réunions, de voir des startups, mais en vrai j'étais un peu solo volontairement. Enfin, c'est-à-dire que moi je voyais pas mal de startups qui me contactaient. Alors tu vas me dire pourquoi ils te contactaient, c'est une bonne question. Peut-être parce que moi j'étais le CTO de 9CGTEL, donc en tant que CTO de 9CGTEL, j'avais toujours des gens dans l'innovation qui voulaient parler de techno, y compris des fonds. C'est comme ça que je connaissais les fonds. C'est que les fonds venaient me voir régulièrement en me disant tiens, c'est quoi les nouvelles tendances, qu'est-ce que tu vois toi dans les télécoms, etc. Donc je connaissais un peu ce milieu des fonds grâce à ça. Bon bref, j'avais un certain deal flow, plus le deal flow de XMP ou d'autres. Et après moi je prenais mes décisions tout seul. Et donc voilà, donc j'en faisais à peu près 5 par an, et il se trouve qu'au bout de 5-6 ans, je me suis arrêté parce que j'ai monté Briga. Et donc ce sera un conseil que je donnerais si tu veux être angel, faut le faire sérieusement. C'est-à-dire si tu fais 3 deals, peut-être tu vas gagner de l'argent et tu vas penser que tu es super intelligent, mais en vrai, tu aurais eu du bol, je pense. Si tu en fais 30, tu fais un portefeuille comme un fonds, avec des montants évidemment beaucoup plus limités. Et donc là, voilà, tu en as plein qui meurent, c'est normal, c'est le métier. Surtout qu'Angel, c'est vraiment du pré-précide, quoi. Et moi, j'ai pu le faire sérieusement parce que je bossais pas en parallèle. Et ça veut dire quoi, le faire sérieusement ? Ça veut dire que tu dois être impliqué, ou ça veut dire que tu dois faire des due deals particulièrement poussés ? Ça veut dire... d'avoir une stratégie, c'est quoi ton... Ça veut dire qu'il faut quand même y passer un peu de temps. Enfin, tu vois, moi, je rencontrais les fondateurs, enfin, comme fait un fonds, en fait, mais je faisais pas... Enfin, d'ailleurs, il n'y avait pas d'analytics à faire, parce qu'il n'y avait rien, en fait. C'était vraiment du précis, en général. Mais donc, je rencontrais les fondateurs, je faisais une opinion, je discutais avec des gens, donc je faisais, on va dire, une micro-due deal, on va appeler ça comme ça. Puis de temps en temps, je faisais des coups de cœur, parce que c'est... Et est-ce que tu étais en mode...
j'investis dans ce que je maîtrise très bien parce que justement j'ai une expérience reconnue dans le monde des télécoms et donc je vais investir dans un peu l'écosystème des télécoms et là où je peux créer des mises en relation. Mhm. Ou au contraire, tu t'es dit Les deux, mon coup de général. cœur. Ouais, j'ai fait les deux. Et d'ailleurs, j'ai fait 3 beaux exits. Donc vraiment, tu vois, c'est vraiment comme un fonds. Enfin, je dis ça en t'en parlant, tu vois, j'en ai fait une trentaine, j'ai fait 3 super exits qui m'ont évidemment remboursé plus que tout le reste. Enfin, un truc classique, quoi. Enfin, un truc classique quand ça marche. Classique quand ça Ouais, quand ça marche. Parce que Mais moi, quand j'ai beaucoup de quand- personnes qui m'ont dit, moi, portefeuille. j'ai mis pas Oui, mal mais de ça, c'est un sous. autre sujet. Enfin, on y reviendra pas. Mais c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de personnes physiques LP des fonds Briga parce qu'ils ont fait 2-3 deals, ils en ont marre, ils ont un autre métier et finalement, ils disent tiens, tu sais quoi, je vais te confier mon argent et puis voilà quoi. Mais bon, ça, c'est peut-être un sujet pour après. Donc, les 3 beaux exits que j'ai fait, il y en a un dans un secteur que je maîtrise pas du tout et 2 dans des secteurs que je maîtrise. Bon. Ok. Mais j'ai fait un peu de tout et j'ai fait des deals effectivement pour m'amuser d'un truc qui n'ont rien à voir avec ce que je connais. Et c'était plus des coups de cœur. Enfin, tu vois, souvent les gens ils se disent est-ce que tu es plus sérieux avec ton argent qu'avec l'argent des autres? Parce que finalement, au début, j'investis avec mon argent, maintenant, j'investis avec l'argent des autres. En fait, tu es quand même plus sérieux avec l'argent des autres. Parce que l'argent des autres, c'est un peu contre-intuitif. Les gens disent ouais, avec son argent. Non, en fait, avec ton argent, tu fais ce que tu veux. Moi, je dis qu'on n'apprend jamais mieux qu'avec son Oui. argent. Ouais, tout à fait. Mais après, une fois qu'on a appris, il faut Voilà, donc tu fais ce que tu veux, tu perds l'argent, ça te regarde toi et ton épouse éventuellement, ça c'est un autre débat. Quand tu as des LP et que tu es un fonds professionnel, tu fais vraiment beaucoup plus gaffe, quoi. Tu sais que tu as une pression derrière des gens, enfin c'est normal, ils t'ont confié leur argent, eux ils veulent un return, voilà. Donc tu t'amuses. c'est ta réputation. De toute façon, Oui, voilà. jeu, Avec ton argent, tu fais ce que voilà, tu t'amuses un peu plus, quoi. Parfois tu fais des trucs, voilà. Et alors, ça dure combien de temps cette période Angel? Ça dure 5 ans. Mais pendant 5 ans, Je fais que ça. tu fais que ça. Ça et des missions de conseil et des boards. Ouais. Et donc, là, on arrive à l'origine de Briga. En fait, alors, on est entre donc, 2008 et 2012. Hein. Donc, à cette époque-là, tu n'as quand même pas beaucoup de fonds, pas beaucoup d'argent. Enfin, on n'est pas encore la French Tech, la BPI, tout ça. Enfin, on est vraiment près tout ça, quoi. Et en observant cet écosystème, pour être honnête, et je l'ai déjà dit sur LinkedIn, l'idée de Briga, c'est Ben et Max, c'est pas moi, en fait. Hein. Mais j'avais quand même... si j'ai plongé, c'est parce que j'étais d'accord avec leur idée / leur analyse. Mais j'avais l'impression qu'on pouvait faire le métier différemment, en ce sens où moi, je voyais bien quand j'approchais les fonds, c'était pas très réactif. Alors pourquoi? Parce que peut-être il y avait peu de fonds, on n'était pas encore il y avait peut-être peu d'entrepreneurs, enfin je sais pas, en tout cas, je trouvais que ça me répondait pas beaucoup. C'est un peu frustrant, tu vois, tu devais relancer 10 fois, téléphoner, enfin bon, c'était compliqué. Et puis quand je faisais des boards pour des fonds, là je voyais comment ils se comportaient dans les boards et je me disais, mais en fait, il y a beaucoup de gens là-dedans qui sont plutôt des financiers et à la limite, que la startup fasse 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, c'est pas très différent pour eux. Tu vois, ils sont très KPI, machin, tout ça. Et donc, je me disais, nous, enfin, à l'époque, c'était moi et moi, mais Ben et Max, c'est aussi les entrepreneurs. Peut-être que, tu vois, et quand ils m'ont proposé Briga, en fait, le constat, il est assez simple. C'est nous, dans notre équipe d'investissement, on a que des entrepreneurs, donc des gens qui ont monté des boîtes ou à minima qui ont bossé en startup ou en scale-up. Et après, nous, on a une équipe qui s'appelle la Scaling Team, comme l'on l'indique, qui va aider nos boîtes à scaler. Donc ça, tu vois, c'est le constat comme des sortes d'operating partners. Alors, nous, c'est des salariés, en fait. Pardon, nous, c'est des salariés, qui ont des compétences plutôt verticales. Souvent, enfin, pas toujours, mais souvent, les operating partners dans les autres fonds, c'est plutôt des gens assez seniors, qui ont un peu une hélicoptère view, qui ont monté des boîtes à succès, etc. Nous, c'est pas ce qu'on leur demande. On leur demande d'être compétents. Par exemple, j'ai 3 personnes, c'est des chasseurs de tête, en fait. Donc d'aider à recruter de tête, un maximum. Exactement. Pour après, j'ai branding and communication, j'ai marketing growth. Enfin, tu vois, on a des verticales comme ça. Gouvernance d'entreprise, coaching, puisque j'ai 2 coachs certifiés PNL. Donc, cette équipe, en fait, c'est des salariés. Du coup, on peut pas la faire grossir à l'infini, bien sûr. On est une petite dizaine. Mais c'était déjà dans le cerveau de Ben, Max et moi quand on a monté Briga. C'était de dire, tiens, on a vu comment fonctionnaient les fonds de VC. C'est pas pour dire ils font le truc bien, pas bien, mais c'est dire nous, on pense qu'on peut le faire différemment. Et le différemment, c'est mettons en face des entrepreneurs, des gens qui ont monté des boîtes quand on décide d'investir. Et après, aidons-les dans la journée avec une scaling team. Enfin, à l'époque, ça, c'est intéressant, le aidons-les. Parce que aujourd'hui, il y a quand même. Enfin, moi, je vous ai vu tous vous créer aussi en termes de fonds. Et il y a eu quand même cette mode concrète où. Nous, on est un fonds d'entrepreneurs pour les entrepreneurs et il y a finalement, tous les fonds qui se créent étaient des entrepreneurs pour les entrepreneurs, mais tu ne savais pas très bien qu'est-ce que ça voulait dire, quelle était la différence, parce que le premier, on en parlait, parce qu'on parlait d'une connaissance commune, mais ça avait été un Isaïe avec Pierre Kosciusko-Moïse qui avait lancé un peu la machine et d'autres.
Mais ce qui est vraiment intéressant et ce qui vous différencie, et ce qui a fait que vous êtes devenu un fonds qui s'est très très vite et très bien développé quand même. Enfin, vite et bien, ça tu vas me raconter un peu toute l'histoire parce que ça m'intéresse. Mais parce que en fait, c'est plus que 3 partenaires qui sont à des boards et qui aident avec leur expérience, et que vous avez vraiment monté. Il y a une méthode chez Brega. Ouais. C'est ça que toi tu défends. On défend tout à fait ça. Et de fait, tu vois, quand nous on investit dans une boîte, parce qu'effectivement, je reviens un peu en 2012, comme tu dis, il y avait Isaïe. Mais mon claim, c'est que c'est un peu différent, en sens où Isaïe, ils ont recruté Jean-David Chamboredon, qui n'est pas un entrepreneur, qui est un professionnel du métier. Tu vois. Et nous, on nous l'a suffisamment approché, on n'était pas des professionnels du métier. Donc c'est un tout petit peu différent. Chez Isaïe, ils ont de l'argent d'entrepreneur. Enfin, si on parle de Isaïe de. Ouais, mais ils disaient, et comme beaucoup d'autres d'ailleurs, c'est pour ça que comme leur argent venait d'entrepreneurs, alors ils utilisaient les compétences de certains entrepreneurs. Mais je pense que c'est vrai. Je pense qu'à l'époque, je sais pas aujourd'hui, mais ils avaient, je crois, 2 entrepreneurs. Il y avait le Isaïe Club qui aidait chaque boîte. Enfin, donc je dis pas qu'ils allaient être passés boîte. C'est pas ça mon point. Le point, c'est que à l'époque, de fait, tu avais le modèle Isaïe qui était de l'argent d'entrepreneur, mais qui avait recruté un professionnel. Et nous, on est 3 entrepreneurs. On a levé de l'argent auprès d'entrepreneurs au début. On n'avait pas d'institutionnel et on a appris le métier sur le tas. Je vais pas le dire trop fort, mais c'était un peu le débat au début d'ailleurs des instituts. C'était de dire, mais en fait, qu'est-ce que tu connais? Je dis, moi, j'ai fait une trentaine d'investissements d'Angel, voilà mon track. Enfin, j'essaie de défendre mon petit track d'Angel, mais bon, voilà, c'est l'arrêté. Et de fait, depuis, avec l'essor de la French Tech, on a eu plein de fonds de gens qui ont monté qui avaient vendu des boîtes, etc. Donc, je pense que tu as raison. Maintenant, il y a beaucoup de gens dont le claim est je suis un fonds d'entrepreneur pour les entrepreneurs. Et après, moi, je dis toujours aux entrepreneurs, tu fais ton boulot, tu appelles les boîtes où on est au board, dans lesquelles on investit, pour être plus précis. Parce que moi, je suis au board, mais j'ai la scaling team qui les aide. Et puis, tu fais ton idée sur ce que nous, on fait versus les autres. C'est pas à moi de dire. En plus, moi, je dis jamais du mal des concurrents. Je trouve que c'est pas bien. Donc, ça se fait pas. Donc, et je les connais pas de l'intérieur en plus. Donc, alors, comment tu rencontres Ben et Maximilien? Alors, je rencontre d'abord Max sur une anecdote assez marrante parce que moi, j'avais fait le modèle de l'anti-consultant. Je m'explique. Moi, j'étais consultant 10 ans, comme je t'ai dit avant. Et donc là, après Briga, je me suis dit ce que je vais faire. Je vais vendre mon expertise, mais je vais dire que je n'écris rien, que je ne fais pas de slide. Donc, c'est en fait l'anti-consultant. Et là, j'avais l'occasion, par mon réseau, de gagner une mission en Nouvelle-Calédonie. Alors, autant te dire que comme j'étais jamais allé, je trouvais ça très intéressant. Sauf que la mission était très grosse. Il s'agissait de faire tout le plan de Fiber to the Home de toute l'île. Donc, quand je découvre l'ampleur de la mission, je me dis, mais non, moi tout seul, surtout sans écrire, ça va être compliqué. Du coup, je me tourne vers une boîte de conseil qui s'appelle Titan Conseil, qui a été montée par 2 anciens de mon équipe réseau chez 9CGTEL. Et ils me présentent leur 3e associé qui s'appelle Maximilien. Et Maximilien étant un peu le plus commercial de la bande, c'est lui qui fait la propale. Et moi, je dis, tu me prends genre 10 jours d'expert et puis vous faites la propale, vous faites tout le boulot, entre guillemets, le hard boulot. Et moi, j'interviens en tant qu'expert, vu que j'avais fait Fiber to the Home chez 9CGTEL avant de partir. Voilà, on fait la mission ensemble. On va passer une semaine en Nouvelle-Calédonie ensemble. On loue une grande chambre à l'hôtel. Enfin, pas une grande chambre, mais un truc avec 2 chambres quand même, enfin une suite, on va dire. On apprend à se connaître, etc. Après, moi, je gagne une 2e mission avec ce qui est devenu aujourd'hui Anta Infrastructure, parce que pareil, il démarrait, et dans les télécoms, il démarrait, quoi. Et pareil, ils avaient pris un grand cabinet de conseil qui faisait genre 400 slides sur cette mission, et moi, je faisais l'expert. Et il y avait un truc un peu plus technique, où j'ai sous-traité à Max, et à un moment, il me dit « Ah, mais j'ai mon copain de promo, Ben, qui aujourd'hui partage les bureaux avec moi, parce que Ben était indépendant. Il est plus financier, on a besoin de compétences financières, est-ce qu'on le prendra pas? Je dis avec plaisir. Que ça. Et on a commencé à bosser ensemble comme ça. Et après, on a fait des Invest Angel ensemble. Et voilà, puis après, ils ont eu cette idée. Donc, vous êtes tous les droits issus du conseil, finalement. Oui et non, Ben, il avait pas avec les mêmes profils, mais... Ben, il avait sa petite boutique de M&A, en fait, à l'époque. Ok. Donc, c'est plutôt M&A. C'est plutôt lui qui vous a poussé un peu dans l'investissement à tous les 3. Faudrait leur demander qui a eu cette idée du fonds Briga. Donc voilà, donc c'est ça l'histoire. Donc en vrai, est-ce qu'on se connaissait très très bien? Je pense pas qu'on pourrait dire ça. On se connaissait quand même depuis... Oui, vous n'êtes pas 3 copains d'école non, pas du qui tout. se sont retrouvés 20 ans plus tard et qu'on dit allez, ils ont 13 ans de moins que moi ou 14 ans de moins que moi. Eux, ils sont de la même école. Ils n'étaient pas très proches non plus, enfin, c'était pas des intimes à l'école. Mais voilà, après, ils ont bossé ensemble, voilà. C'est toi le sage, c'est ça que tu veux dire. Certainement, ça, évidemment, j'espère qu'ils m'écouteront et qu'ils reconnaîtront que c'est moi le sage. Mais on avait bossé ensemble, on avait fait un investissement ensemble, on s'entendait bien. Et ça, c'est pas toi que je vais l'apprendre, mais c'est hyper important. On voit tellement d'équipes, que ce soit dans les fonds ou dans les entrepreneurs, qui explosent en vol. Voilà, qui explosent en vol. Voilà, nous, on part en week-end ensemble, on va faire des dégustations de vin ensemble. Enfin, tu vois, on s'entend. Ça fait
13 ans, 14 ans, on s'entend encore super bien, il y a zéro stress, quoi. Et comment ça se monte un fonds alors? Ah, Oh, bah, à l'époque... surtout comment ça se montait, parce que Ouais, là déjà encore, c'est un peu ben, structuré, c'est un peu ouais. différent aujourd'hui, mais 2012 déjà, il y avait pas on n'était pas régulé. On n'était pas obligé d'être régulé. Finalement, c'est assez marrant, mais la régulation est arrivée en juin ou juillet 2013. Donc nous, en 2012, on dit on va faire une SCR, Société de Capital Risque, pas régulée, parce qu'il n'y avait pas besoin de se réguler. Et on se dit à l'époque, on se donne 1 an pour lever 10 millions d'euros. Donc c'était notre objectif. On s'était dit, tu vois, 10 millions d'euros, ça fait à 2% de management fee, ça fait 200 000 déjà pour 3 personnes. Déjà, c'est quand même chaud, plus tu vois, le loyer, tout ça. Mais enfin, on s'était dit, optimistes que nous étions, si on lève 10 millions sur notre lancée, ça ira bien. Si on n'arrive même pas à lever 10 millions, on c'est arrête. pas bon signe. Voilà. Donc on s'est donné 1 an. On a mis 1 an, de fait. Et c'est même pire que ça, parce que littéralement, si je caricature, la nuit d'avant, parce que dans les bulletins de souscription, il était marqué j'investis Sous X réserve. à condition que Briga lève 10 millions avant le 31 mars 2013, pour être précis. Et évidemment, le 30 mars, si je caricature à peine, il nous manquait peut-être 1 million. Et j'ai appelé 2 gros LP qui avaient déjà committé en disant il faudrait que vous remettiez chacun, je ne sais plus si c'était 500, enfin whatever, ce qu'ils ont fait. Et donc, on a franchi les 10 millions. Voilà. Après ce fonds-là, finalement, il a fait 45 millions. Alors, il a mis quand même 3 ans à se lever, hein. C'est quand même très long, mais tu vois, t'es en 2012, c'est ça que c'est pas encore la mode de lever de l'argent auprès de high net worth. Enfin, Et justement, tu t'es adressé surtout à qui? Mon réseau dans les télécoms, pour commencer. Ouais. C'était des investisseurs particuliers? Oui, que ça. Parce que moi j'avais 47 ans, Ben et Max 33. Donc à 33 ans, sauf si tu es héritier, mais c'est pas leur cas, a priori, tu n'as pas vraiment accès. Et puis à l'époque, tu n'avais pas encore des entrepreneurs qui avaient monté des boîtes, vendu des boîtes à 30-35 ans, tu vois. Enfin, c'était rare, quoi. Donc c'était plutôt moi la levée de fonds pour ces premiers 10 millions. Et j'ai fait par cercle concentrique. J'ai quand même passé 20 ans dans les télécoms. Donc tu as quand même pas mal de gens qui ont monté des boîtes et qui ont fait un peu d'argent dans les télécoms. Donc j'ai commencé par mes copains du Comex de 9CGTL. Et puis voilà. À l'ordre 1. Et il a investi, Vera? Bien sûr. Bien sûr, quand même. Mais par amitié. C'est pas ce qu'il fait normalement. Je veux dire, voilà. Fund venture, c'est pas son truc. Et alors, vous passez de justesse, mais 3 ans, c'est long, non? C'est très long, mais je pourrais même dire 4 ans, parce qu'en fait, on s'est lancé en mars 2012, premier closing mars 2013, et en fait, le final closing, c'était mars 2016, parce qu'on a eu la BPI en mars 2015 à peu près. Et une fois que tu as la BPI, tu te dis sur ta lancée, tu pourrais peut-être accrocher d'autres gens qui se disent tiens, la BPI a fait une due deal, c'est sérieux, machin. Donc en fait, c'est 4 ans, si je suis vraiment honnête, mais c'est le premier fonds à une époque où ça se fait pas trop, entre guillemets. Enfin, voilà, tu vois, on a entendu, c'est pas parce que tu as été un bon entrepreneur que tu seras un bon investisseur, ce qui est vrai. Mais ceci dit, tu as une corde de plus à ton arc, donc c'est pas non plus un désavantage, enfin, tu vois. Et alors, c'était quoi la thèse? Qu'est-ce que tu leur as vendu? Et comment ça s'est... Parce que maintenant, ça fait combien de temps? On va bientôt fêter vos 15 ans, non? Ouais. C'est horrible. Il y a eu quelques fonds entre-temps. Ouais. Mais disons que ces 45 premiers millions, ils ont été déployés et ça a été rendu ou pas encore? Très largement, parce que sur ce fonds-là, à chaque fois je dis on a eu la chance d'eux, mais ça peut être mal interprété. Enfin, je pense qu'on a fait notre boulot aussi, mais on a eu la chance. Il y a toujours une part de chance. On a eu la chance comme les bons gardiens de but, hein, ils ont de la chance, parce que c'est des bons gardiens de but aussi. Enfin, c'est bateau, on va le voir. Mais donc, on a eu la chance de seeder Exotech. Donc donc on est vraiment dans la stat où on a fait une 30aine de boîtes, où on a eu un taux de casse plus important que ce qu'on dit, parce qu'on a fait beaucoup de conneries. C'est normal, c'est le premier fonds, donc on a peut-être eu un taux de casse de 50%, je pense, tu vois. Donc ça fait quand même beaucoup. Tu as perdu 50% de ton argent. Pourquoi tu penses que normalement un taux de casse d'un fonds, c'est quoi? Ce qui se dit, j'ai pas vérifié, c'est 30 à 35% les stats mondiales, quoi, en fait, du venture. Okay. Quand tu prends vraiment du risque, hein, quand tu investis vraiment tôt. Donc là, on est plutôt dans les 50. Et là, d'ailleurs, quelque part, les gens avaient raison, parce que le fait d'avoir été entrepreneur nous a probablement biaisé dans l'analyse des dossiers. Et oui, parce que je vois une équipe de 3 fondateurs. Enfin, historiquement, c'est les erreurs qu'on faisait, on les fait plus. Mais évidemment, comme tout le monde, on a fait rétroviseur, on a regardé à chaque fois qu'on a merdé, que les boîtes ont planté, pourquoi, etc. Et on s'est rendu compte que souvent, quand les boîtes avaient planté, c'était un problème d'équipe. Bon, je vais rien t'apprendre. C'est ce qu'on dit, mais tant que tu l'as pas vécu, tu crois que c'est du pipeau. Mais non, c'est pas du pipeau. C'est un problème d'équipe. Et probablement qu'on n'avait pas assez analysé l'équipe, qu'on avait analysé le projet, et que on s'était projeté tu vois, inconsciemment dans c'est super. Voilà comment je le gérerais. Ouais, sauf que c'est pas nous qui le gérons, c'est eux. Donc voilà. Donc je reviens sur les perfs du premier fonds. Probablement 50% de taux de casse. Après, un certain nombre de boîtes qui nous ont rendu entre fois 2 et fois 5, on va dire, et puis après le super outlier Exotech, et donc tout ça fait que je
crois que je peux le dire, de toute façon je le dirai, je l'aurais dit. On a rendu 1,6 fois l'argent à date, donc en cash on cash, hein, et on a un TVPI à peu près de 4. Donc TVPI, pour ceux qui nous écoutent, c'est que si jamais... La théorie veut que si on vendait toutes nos boîtes à date, on rendrait 4 fois l'argent au total. Donc c'est très bien en fait. Hein. C'est excellent. Hein. C'est très bien. Donc, et pourtant, on a fait plein de conneries. Hein. Donc comme quoi. Et par rapport à justement ce que tu nous partages comme expérience sur les entrepreneurs et les équipes, est-ce qu'aujourd'hui, vous aviez réfléchi ou vous faites... Comment vous faites vos diligences d'entrepreneur? C'est-à-dire que moi, j'adore ce concept de... si demain, on arrive à faire une recherche et à savoir quel est le profil type de l'entrepreneur winner, celui-là, ça y est, on a gagné du coup. On a un peu tout essayé. J'ai pas honte de le dire, mais quand même, au tout début, on avait même fait faire une analyse graphologique parce que ça se faisait. Donc, on a essayé ça. Qui était très bonne et pourtant nous on est arrivé à la conclusion que l'équipe était très mauvaise en fait, donc on s'est dit tiens bon finalement après nous on faisait ce qu'on appelle l'entretien canapé, tu vois, c'est-à-dire là je t'assois là, je te parle de toi, de ta vie machin, puis je vois un peu et puis je me dis tiens mais c'est quand même pas très scientifique, tu vois, c'est tiens j'ai envie de bosser avec lui ou pas, ce qui est déjà bien. Et maintenant on fait comme on a 2 coachs certifiés programmation neurolinguistique et puis qui ont plein de méthodes etc, on fait en fait je vais pas rentrer dedans, on fait ce qu'on appelle le DISC, en fait, une méthode pour voir commenter, etc. La compatibilité aussi. Avec et en fait, sur la founding team. Donc, ça les aide aussi, eux. Enfin, tu vois, on fait ça aussi pour les aider, eux. Et donc, ils sont donc, dans la phase de due diligence, à une certaine étape du process, c'est-à-dire ni trop tôt ni trop tard. C'est les 2 personnes de la scaling team qui sont certifiées coach qui vont faire passer ce disque aux fondateurs, 2 ou 3, et échanger avec eux. Ça dure 1 heure. Et à la fin, alors, c'est pas... carton rouge, carton jaune, machin. Ils nous disent, nous, on sent que, par exemple, ils vont vous écouter. Parce que nous, comme on dit souvent aux entrepreneurs, on est là pour aussi t'accompagner. Donc, on dit souvent, si tu veux juste 2 millions, mais 2 millions point barre, va voir un fonds qui va te donner 2 millions, mais qui ne va pas t'emmerder, entre guillemets. Parce que vous allez les suivre. Nous, on va les suivre. Et donc, en fait, et je comprends que certains entrepreneurs, ça les emmerde. Et puis, c'est pas grave. Mais juste, il ne faut pas qu'ils bossent avec nous, en fait. Nous, on a envie de les aider. Mais si tu me mens parce que tu veux juste les 2 millions de brigas et qu'au bout du premier rendez-vous, tu me dis, non, mais en fait, je t'ai menti. Je voulais juste que tu ailles au board, mais je veux pas du tout que la scaling team, elle m'aide. C'est con, fallait pas le faire, en fait. Tu vas fallait prendre l'argent à quelqu'un d'autre. Donc, voilà, c'est pour ça aussi qu'on fait moi, encore une fois, je suis pas à cette réunion. Hein, c'est vraiment ma scaling team qui fait que les founders. Et puis, à la fin, ils me disent, oui, on pense qu'ils vont vous écouter, on pense qu'ils sont demandeurs, on pense que ils ont 3 profils très différents, donc c'est super, ils vont s'entendre, enfin ils vont réussir à s'émuler, etc. Enfin, donc c'est hyper intéressant en fait. Mais ils montrent aussi des highlights négatifs, enfin ils peuvent bien sûr, négatifs. Bien sûr, oui, bien sûr. Et t'as dit O2, O3, du coup vous investissez jamais dans un solo founder? C'est hyper rare. Pourquoi? C'est quand même vachement dangereux, tu dépends d'une seule personne, quoi. Donc, on peut le faire. Tu vois, on l'a fait. Justement, c'est intéressant. C'est un gars qui a une personnalité incroyable. On l'a fait avec Ty Chris sur On-Off. Alors, c'est un champion du monde de roller, etc. Bon, là, tu te dis, le gars a une personnalité incroyable, mais ça peut être blanc ou noir. Enfin, après, ça peut se casser la gueule et tout. Bon, pour l'instant, ça marche bien. Mais c'est rare qu'on fasse ça. Mais ça peut aussi nous jouer des tours. Hein. Parfois, tu sais, t'as un peu les trucs du genre, j'investis pas dans un couple. Bon, parfois, on a passé que c'était des couples et les boîtes ont super marché. Enfin, tu vois, donc voilà, il n'y a pas de règle absolue. Mais bon, en général, tu dis, on va essayer qu'il soit 3, on va essayer qu'il soit différent. Enfin, les trucs un peu de base, quoi, tu vois. Mais parfois, tu te dis non, parce que c'est cette personne-là, je l'adore, je pense qu'il va arriver, je pense qu'il va réussir à s'entourer. Enfin, c'est pas grave en soi d'avoir un solo entrepreneur s'il arrive à s'entourer. S'il n'arrive pas à s'entourer, c'est plus emmerdant, en fait. Et donc là, vous avez 45 millions, vous êtes en train de faire vos premiers investissements. Je pense que vous les avez fait au fil de l'eau, j'imagine, pendant le... Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été pas le déclic, mais on va dire la suite logique qui a fait que ça a pu accélérer et bien fonctionner? On pourrait parler de l'Afrique là-dessus, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Donc on investit, ça dure 4-5 ans. On n'est pas très discipliné parce que c'est le premier fonds. Donc tu vois, il faut garder quand même X% de ton fonds pour les deuxièmes tickets, pour les réinvestes. Bon, on est que 3 aussi au début. Hein, donc tu fais tout à 3. Après, il faut comme tu as la régulation en juillet 2013, il faut qu'on se régule. Donc on faisait un peu donc tout. Vous avez dû devenir société de gestion. Voilà.
Donc c'est du boulot. Quand on n'avait pas l'argent, on le fait nous. Enfin, tu vois, on n'avait pas d'avocat. Enfin, on a fait quand même des trucs incroyables, quoi. Donc, heureusement, maintenant, on est 35, on est plus structuré que ça. On a un middle office super. Mais donc, on investit ce fonds et on commence à voir que ça va marcher, notamment, encore une fois, avec Exotech qui marche très bien. On se dit, bon, voilà. Et après, quand tu montes des fonds, tu peux avoir une stratégie qui dit, bon, moi, je fais que des fonds de, je sais pas, 60, 70 millions et c'est ma stratégie et je reste petit et je fais que la France et c'est tout à fait respectable. Nous, il se trouve qu'on était ambitieux pour notre boîte dans le sens où on veut de la croissance, en fait. Donc, c'est une autre voie. Et après, pour faire de la croissance, tu fais quoi? Et donc, bon, t'as pas 15 000 options dans les fonds, de toute façon, il faut plus de fonds sous gestion, puisque c'est les fonds sous gestion qui te permettent de recruter et de payer des gens. Donc, soit tu fais une croissance que je vais appeler géographique, donc tu sais faire du seed en Europe, par exemple, et tu te dis, tiens, ce que j'en fais en Afrique, en Asie, en Latam, donc c'est ce qu'on a choisi pour commencer, mais j'en parlerai. Soit tu fais des croissances par adjacence, tu dis, tiens, maintenant, je vais faire des fonds immobiliers, dette, genre silver economy, enfin, j'en sais rien, un truc, voilà. Soit, en fait, après, tu fais des croissances en stage. Tu dis, je vais faire du growth, je vais faire, voilà. Bon. Donc, tu as un peu tout ça. Donc, on s'est posé toutes ces questions. Et au moment où on a franchi le cap d'avoir rendu une fois le fonds 1, et qu'on savait qu'on en avait encore sous le pied, on s'est dit, là, en fait, on a plus prouvé au marché, et donc au LP, finalement, qu'on savait faire ce métier de seed en Europe, qu'on savait délivrer de la perf. Faisons plutôt une adjacence sur le seed sur un autre continent. Alors là, pourquoi l'Afrique? C'est une passion personnelle de Ben, pour des tas de raisons, y compris familiales. Il connaît très bien le continent, et donc il y avait un petit affect en fait, là-dessus. Et après, on a regardé essentiellement Afrique et Latam. Asie, on a trouvé que c'était quand même assez compliqué, probablement trop compliqué, et on a choisi l'Afrique. Voilà. Après, c'est toujours pareil, l'Afrique, chaque dizaine, on dit... la prochaine dizaine d'années, là, c'est bon, l'Afrique va rattraper son retard, ça va être super, il faut le faire. Et donc, tu as aussi une volonté, c'est vrai que la technologie, normalement, permettrait de faire des tas de choses qui n'ont pas été faites sur le continent. Donc voilà, d'où le... Toi, tu l'as forcément vu, ou en tout cas regardé, ne serait-ce qu'avec le monde des télécoms, oui, où ça a été un très très gros sujet. Ouais, où ils ont sauté l'étape du fixe et ils ont fait tout de suite le mobile. Donc là, il y a des choses similaires à faire dans la fintech. Exactement, le paiement, la fintech. Exactement. Et... Ok, donc c'est purement opportunité, on va dire, perso, affect, qui fait que... le marché, parce qu'on pense qu'il y a un marché quand même. Heureusement. Heureusement. Ouais. Mais justement, en parlant de marché, aujourd'hui, honnêtement, et je vais même pas pouvoir vraiment bien te les citer, mais je crois que je connais 3 fonds issus de fonds, tu vois, on va dire de la place parisienne. Ouais. C'est parce que je suis pas assez spécialiste, mais qui ont créé un fonds en Afrique. Ouais. C'est vraiment pas beaucoup. Parce que c'est dur. Et non, mais non seulement c'est dur, mais en plus faire du seed, ça veut dire faire des petites lignes. Et donc, il faut quand même pouvoir les suivre. Tu parlais tout à l'heure d'un accompagnement. Vous avez vraiment dû piquer le modèle en Afrique avec aussi une sorte de scaling team là-bas, ou c'est très différent? Alors, 2 choses là-dessus. Déjà, on a une équipe dédiée sur l'Afrique. C'est-à-dire que nous, on a une partenaire qui est basée à Lagos, qui est originaire de Lagos, qui est à moitié américaine aussi. On a un partenaire marocain qui gère le Maroc, qui fait les allers-retours. Enfin, donc, on a une équipe dédiée. Déjà, avec, bien sûr, la méthode Obriga, on est au comité d'investissement, on regarde passer les deals, mais enfin, c'est eux qui font tout le sourcing, toute l'analyse et qui nous présentent les deals après. Okay. Et après, sur la scaling, c'est un choix, en fait, au contraire de la scaling. En fait, elle est transverse à tous les fonds. Et la scaling qui était dans notre tête à Ben, Max et moi au début, on a pu la faire, en fait, une fois, j'en ai pas parlé encore, mais une fois qu'on a eu monté, on a d'autres types de fonds. On a les fonds de seed Europe, et après, on a des fonds nous, on appelle venture, un peu plus late stage, un peu plus fintech, insurtech, qu'on a monté, en fait, quasi essentiellement avec le groupe Crédit Agricole. Donc, et oui. Donc, en fait, une fois qu'on a eu les fonds de seed, les fonds un peu plus late stage, c'est pas du gros non plus, hein, c'est de la petite série A, on va dire petite série B, avec le Crédit Agricole, on avait un pool de management fee où on s'est dit, là, maintenant, on peut double down, avant, on avait une personne, enfin, tu vois, ou 2, on peut double down, on recrute la scaling, nous-mêmes, on la scale, si on peut dire, la scaling, et donc, cette équipe scaling aide aussi nos sociétés en Afrique, et il se trouve, je ne veux pas dire qu'on l'a fait exprès, c'est presque un coup de bol, que Sébastien Boucrou, la personne qui dirige l'équipe scaling, a bossé en Afrique. Ok. Donc, super. Ça aide. Ça aide, et ça aide, il connaît bien le continent, les spécificités. Exactement. Donc, cette équipe, non, elle est cross-fund, en fait. Et ça a combien de temps, ce fonds Afrique? Et du coup, c'est quoi la typologie d'investissement? Le fonds Afrique, il a
c'est un peu comme le premier fonds qu'on a fait. C'est-à-dire que c'était très dur à lever, très compliqué. En plus, l'Afrique, c'est t'aimes ou t'aimes pas. Enfin, tu vois, donc t'as des high net worth qui disent moi jamais je veux mettre de l'argent là-bas, trop risqué, trop dangereux, trop machin. T'en as d'autres au contraire, c'est pareil à affect, j'ai envie. Donc assez compliqué à lever. On a aussi des institutionnels. Oui, vous avez dedans. annoncé il n'y a pas très longtemps. Oui, enfin c'est eux qui l'ont annoncé. C'est AFDB qui a annoncé qu'ils investissaient chez nous, mais on a aussi la BPI. C'est beau, c'est une belle marque de fait. réputationnelle et de crédibilité là-dessus, parce qu'ils ont dû faire ils font des grosses due Oui, grosse due diligence. Ça prend très longtemps. Grosse due diligence. On a aussi BPI, on a aussi FMO qui est un institutionnel néerlandais. On a CDG, la Caisse des dépôts et consignations du Maroc. Donc on a fait comme pour les autres fonds, un mix de high net worth et d'institutionnels, mais c'est long. C'est compliqué. Et après, effectivement, alors je sais jamais si c'est 54 ou 55 pays, toujours un trou de mémoire, mais enfin, on va dire entre 54 et 55 pays en Afrique, tu peux pas tous les faire. Bon, après, les 4 gros, on les connaît, c'est Kenya, Nigeria, Égypte et Afrique du Sud. Voilà, donc d'où le fait qu'on a un bureau au Nigeria pour au moins être présent sur l'un des 4. Donc après, pour répondre à ta question, sur les investissements et les tickets, donc effectivement, c'est un fonds qui fera, je pense, 40 millions à la fin. Et il fait un peu plus de 30 pour l'instant, donc c'est normal, enfin, tu vois, c'est un premier fonds africain, il n'y a pas de... Et les montants donc les montants, on fait parfois de l'ultra précis, on va dire, genre 100 000 euros, et puis sinon, notre ticket moyen, il va être plutôt à 1 million, tu vois. En même temps, 1 million en Afrique, c'est peut-être 5 ici, non ? Ouais, peut-être 3-4 ici. Parce que tu sais, on est dans la génération des entrepreneurs africains qui sont suréduqués, en fait. Enfin, tu vois, c'est des gens, la plupart, ils ont fait des études aux US ou en France. Enfin, si c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est en France. Donc, ils sont suréduqués. Ils ont les mêmes ambitions que nous. Mais c'est pour te dire qu'il y a besoin aussi d'argent. C'est pas le manque d'ambition. Non, mais c'est qu'il y a besoin d'argent aussi pour fueler la croissance, en fait. Tu vois. Donc, tu as raison, au début, c'est peut-être un peu plus petit. C'est la masse. Pour moi, c'est juste une histoire de ressources, masse salariale, etc. Oui. Après, il y a peut-être d'autres choses qui coûtent plus cher. Souvent, ils veulent scaler dans d'autres pays aussi. Enfin, tu vois, donc, tu as raison, les tours sont plus petits. Oui, 1 million, c'est peut-être 3-4, enfin quelque chose comme ça. Mais... Et vous avez déjà eu des sorties ? Non, on n'a pas eu de sortie encore. On n'a pas eu de sortie. C'est normal, parce que tu les prends vraiment très tôt, les boîtes, en fait, quand même. Okay. Ça fait 3 ans, hein, tu vois. Donc, ça peut arriver d'avoir des sorties avant 3 ans, mais sur le fond 1... Et pas trop de sorties par le bas non plus. Pas encore. Si on en a une ou deux, mais dont une, on avait mis 100 000 euros. Enfin, tu vois, c'est des. Voilà, on en a quelques-unes, mais enfin, rien. Enfin, des stats normales. Les stats normales d'un fonds, quoi. Enfin, tu vois. Donc, voilà. Et alors, ce passage avec les fonds FinTech, oui, c'est vrai que vous avez. Une fois que vous aviez lancé ces 2 fonds et que vous êtes. Là, vous êtes vraiment sur du seed, mais vous êtes beaucoup développé sur. La FinTech. Du plus venture. Ouais, donc ça a été l'opportunité. Donc, à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, je crois qu'on est en 2017. Tu as le groupe Crédit Agricole qui annonce au marché qu'ils vont investir 200 millions dans des fonds, dans un fonds à l'époque, ils disent, mais bon, finalement, ça va être fini dans 2 fonds. Donc, notre premier fonds avec eux fait effectivement 100 millions. Et plutôt, il y a un des fonds qui est sur les métiers du groupe, donc plutôt agriculture, etc. Ça, c'est pas nous qui l'avons gagné. Et nous, on a gagné le fonds FinTech InsurTech. Alors, je trouve que c'est pareil, il a plein de passions, tu vas me dire, une des passions de Ben, qui aime bien, qui a fait du M&A, enfin voilà, qui a fait un peu de la FinTech avant, etc. C'est la bonne période en plus. C'est la bonne période, voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on a un gros bureau à Londres, parce que quand tu gagnes un fonds comme ça, donc on a la gestion de ce fonds et que tu fais FinTech, InsurTech, si tu vas pas à Londres, tu as peut-être loupé un truc. Donc en fait, on décide de monter ce bureau à Londres, qui est maintenant notre deuxième et gros bureau, enfin il y a une petite dizaine de personnes. Et pareil, je ne crois pas que ça soit de la chance, on investit dans une boîte qui s'appelle Moneybox, qui a un succès absolument absolu, je ne sais pas si tu connais ou pas. Ouais, j'entends parler. Voilà, donc Moneybox, ça gère plus de 20 milliards de livres, alors que ça gérait 300 millions quand on a investi. Donc c'est une boîte absolument incroyable. Mais le pitch exact de Moneybox... Moneybox, ça te gère ton argent, en fait. Donc, en fait, tu as l'appli Moneybox. Au tout début, je crois qu'ils ont commencé, tu sais, un peu comme tu vas au supermarché, c'est 9,90 €, tu payes 10 €, puis tu mets 10 centimes sur un compte, et puis à la fin... C'est un peu l'arrondi, quoi. Voilà, donc c'est l'arrondi, on va te gérer ça. Puis après, en Angleterre, tu as notamment, alors je connais moins l'Angleterre, mais tu as une obligation d'avoir, on va dire, comme un fonds de pension pour toi, mais tu peux le donner à gérer à qui tu veux. Enfin, donc, et là, maintenant, je te dis, le truc est en explosion. C'est énorme. C'est une boîte qui gagne déjà beaucoup d'argent. Parce que parfois, souvent en venture, les boîtes ne gagnent pas d'argent. Et on a quelques boîtes qui gagnent de l'argent. Et donc, parfois, on s'en étonne. Mais oui, c'est une boîte qui gagne beaucoup d'argent. On a fait aussi Cuva, qui est un assureur Spot Insurance. Parce qu'en fait, en UK, contrairement à la France, c'est pas ta voiture que tu assures, c'est toi.
Donc en fait, si tu veux prêter ta bagnole à ton fils pour qu'il aille en soirée le samedi soir, tu peux pas. Enfin, il faut une assurance spécifique. Et donc évidemment, t'imagines qu'il y a 15 ans, ça devait se faire un peu de façon complexe pour l'assurer ta bagnole 3 heures pour ton fils. Bon, maintenant, tu as l'app Cuva, tu t'assures, donc c'est une boîte qui marche extrêmement bien également. Tu vois, on a pas mal de beaux deals FinTech, InsurTech en UK. Et sur cette base-là, après, on a construit le bureau pour faire aussi du seed. Mais on a commencé par le venture FinTech. Ouais. Okay. On a commencé par le venture FinTech. Ok. Et c'est quoi votre spécialité? C'est-à-dire que in fine, vous faites plutôt du seed, plutôt du lead, parce que là, ce que tu m'as dit, c'est que finalement, tu me disais, on peut se développer de manière géographique. Bah, vous le faites avec la FE. Peut-être qu'on serait une plateforme dans le futur, tu sais pas. Est-ce que les gens appellent une plateforme? Là, non, mais ça reste des tours. Enfin, tu vois, nous, on met sur ces fonds-là, on va mettre des tickets entre 4 et 7 millions. C'est pas non plus, on met pas 40 millions par deal, tu vois, donc c'est des tickets entre 4 et 7, je veux dire, sur des tours qui peuvent faire entre 10 et 15, c'est ça un peu notre sweet spot. Donc c'est vraiment... toujours fonds lead, vous? Alors, on essaye. Alors sur le seed, on essaye vraiment d'être toujours lead ou co-lead. Pas parce que on veut montrer qu'on a les plus gros muscles, c'est juste que comme on a la scaling team qui travaille gracieusement en fait pour les startups, c'est sûr que s'il y a un tour de 10 millions sur lequel je prends 500K, j'ai moyennement envie d'aller filer ma scaling team gratos. En revanche, si c'est 5 millions, j'ai mis 2 millions, il y a un autre qui a mis 2, puis il y a les angels qui ont mis 1, bah, l'autre qui a mis 2, il apporte d'autres choses que nous, enfin fair enough, tu vois. Donc pour ça, on veut toujours être lead ou co-lead. Et sur les fonds de venture, on essaye aussi. Alors parfois, c'est plus compliqué parce que c'est un plus gros tour. Et donc voilà, mais tu as la théorie puis tu as la pratique, quoi. Et c'est quoi le next step? Alors, parce que là, aujourd'hui, 700 millions sous gestion, il y a eu quand même si tu as 100 millions avec Crédit Agricole et 100 millions avec les deux autres fonds, il reste 500 millions encore. Ah, j'ai eu un deuxième fois avec le Crédit Agricole après, qui fait 180 millions. Qui fait tout à fait. Donc en fait, on a 2 millésimes de venture, 3 millésimes de seed en Europe, 1 millésime de seed en Afrique. Et après, on a des trucs dont on ne parle pas. On a pas mal de SPV, de Special Purpose Vehicle, parce que tu imagines que quand tu as des boîtes comme GoJob, qu'on a vendu récemment, ou Moneybox, ou Exotech, quand tu as des gros tours, tu as un DPS que nous, on ne peut pas suivre en fait, avec nos petits fonds. Donc dans ce cas-là, on le propose d'abord à nos LP, puis on l'ouvre à d'autres en disant bah, tiens, j'ai le droit d'investir, j'ai n'importe quoi, 40 millions dans Exotech, qui n'en veut, quoi. Et là, on fait un véhicule ad hoc. Donc, Et comment tu ressens le marché là aujourd'hui? J'ai l'impression que tout le monde veut créer son club d'investissement, veut créer ses SPV. Toi, en tant que fonds, donc toi, tu bosses avec des institutionnels, mais aussi historiquement avec des entrepreneurs. Ouais. C'est quoi un peu la tendance ou comment tu vois un peu l'avenir du venture? Parce qu'il y a 1 an et demi, on disait le venture is dead, là. Ouais, comme le SaaS, ouais, pareil. Comme SaaS. Écoute, l'histoire des clubs d'investissement, bon, ça t'a pas échappé qu'ils se tapent un peu sur la tête par article interposé ou par interview interposée. Donc je veux surtout pas rentrer là-dedans. Écoute, bon, déjà, est-ce que ça va tuer le venture? Non. Enfin, je veux dire, effectivement, chaque année, on se dit qu'est-ce qui va tuer le venture? Donc, je pense pas que ça va tuer le venture. Ils ont des modèles différents. Et ce qu'ils vendent, ce qui est appealing, je comprends. Enfin, ils vendent à des gens qui peuvent pas mettre des tickets à 100, 200 ou 300 000 euros dans des fonds. Le fait qu'en mettant ne serait-ce que 10 000 euros, tu vas accéder à du super deal flow, etc. Donc, j'ai pas de commentaire à faire. Enfin, mais même au-delà de ça, c'est plus... tu sais, je pense tu l'as bien vu quand tu as créé Brega, c'était pas hyper la mode d'être entrepreneur. Ouais, tout à fait. Tu vois, le truc entrepreneur, ça a commencé, tu l'as dit, tu l'as fait avant la French Tech et tout. Et être entrepreneur, c'est devenu hyper cool. Ouais. C'était sale avant. C'était ça, exactement. Et c'était sale et c'était méchant patron, etc. Et aujourd'hui, moi, en tout cas, mon pari et mon sentiment, c'est que demain, ce qui va être cool, ce qui commence déjà un tout petit peu à l'être, mais demain, ce qui va être cool, c'est d'être investisseur. Tu crois? Ouais, je crois, parce que je pense qu'il y a une... Salaud de capitaliste. Mais... oui. Mais je rigole qu'à moitié, c'est que... Attention, enfin, tu vois... Je le crois profondément parce que aujourd'hui, on est dans une grande démocratisation et éducation financière pour tous. Et les cryptos, d'ailleurs, ont beaucoup aidé en ça, même si ça va faire pas mal de casseroles, mais c'est hyper intéressant. Je veux bien ton avis sur ce marché. Mais grosso modo, moi, je pense qu'il va y avoir une tendance de plus en plus forte vers l'investissement parce que les gens ont envie de comprendre, les gens veulent savoir où vont l'argent, les gens veulent... Et donc, je me dis,
du coup, beaucoup de gens veulent s'essayer Hmm. à plus petite Oui, non, échelle. Et je te parle même pas des plateformes, hein. Je te Ouais, parle même ouais. tiens, toi et moi, on va justement faire ce fameux SPV. Est-ce Ouais, qu'on pourrait ouais. pas rentrer dans un SPV à côté de Ouais. Brega? Tu Non, vois? mais en fait, si tu avais raison, ce serait génial. Pourquoi? Parce que on est quand même dans un pays où le capitalisme, c'est sale, investir, c'est sale. Parce que finalement, si demain tu dis j'ai investi 10 000 euros et j'ai gagné de l'argent, les gens vont dire bah t'as pas travaillé, alors c'est pas bien. Enfin, tu vois, on vient quand même de ça en France. Oui, oui, Et si de fait, et là où tu as quand même raison, c'est que moi j'ai effectivement des exemples autour de moi de gens qui ont mis genre 1 000 euros dans une boîte en se disant voilà. Et donc si les gens ils s'essayent à ça, qu'ils y prennent goût et que ça devient quelque chose d'accepté en France, bah, peut-être qu'un jour, enfin je rêve, hein, mais on aura un bout de retraite avec par capitalisation. Parce que c'est le quand. combat de Paul Midi, ça. Ouais, mais c'est le Et combat, d'autres, mais et c'est le d'autres. combat de tous les gens qui savent que c'est intelligent. Parce qu'en fait, euh, tu vois, quand la bourse monte, qu'est-ce qu'on dit? On dit, waouh, c'est encore les riches qui ont gagné de l'argent et les pauvres Français, ils n'ont pas gagné d'argent. Ah bah ouais, parce que en fait, la bourse est détenue en majorité par des Américains et par des pension funds. Donc en fait, elle est détenue par l'individu aux États-Unis qui, lui, s'enrichit grâce à nos boîtes parce que nous, on n'a pas voulu faire la retraite par capitalisation. Donc si ce que tu dis est vrai, alors peut-être qu'il y aura, je rêve, un soulèvement populaire pour qu'il y ait des retraites par capitalisation. En disant, mais en fait, vous êtes en train de nous rouler dans la farine, on n'aura pas des belles retraites parce que vous ne laissez pas investir dans la vraie économie. Je rêve, hein, mais Ouais. on peut rêver, nous, ici. Et justement, puisque ça y est, le temps file, il nous reste que à peine quelques minutes là. Ouais, Euh, on est en train de vivre une autre révolution là pour ouais, le coup. Celle-là, ouais, elle est à peu près certaine. ouais. C'est celle de l'intelligence artificielle. Vous êtes au plus près. Mm. Euh, est-ce que déjà c'est un play que vous avez? Est-ce que vous investissez aujourd'hui beaucoup dans l'intelligence artificielle? Ou est-ce que finalement, l'intelligence artificielle étant partout, vous restez spécialisé à FinTech Ouais. et vous vous assurez qu'il soit bien. On fait pas que de la fintech, on fait quand même Non, de la non, deep mais tech aussi, attention, on fait tout ça. Quoi. Exactement, et notamment Exosquelette. Ouais. Exotech. Exotech. Et donc, du coup, comment tu vois ça? Bah, alors, effectivement, il y a deux questions là. Donc, là, il y a déjà l'usage de l'IA pour nous, enfin voilà, nous et nos startups. Donc là, bah oui, on la teste tous les jours. Là, la Scale Team, elle doit être comme une folle. Voilà, c'est le Elle est team et obligée de nous, enfin bosser, tous les investisseurs aussi, les Ouais. investisseurs aussi. Enfin, tu vois, je pense que Claude, c'est te faire un waterfall maintenant, alors qu'avant tu prenais un junior qui Voilà, prenait exactement. 3 semaines à s'arracher les cheveux. Enfin, tu vois. Donc après, je pense qu'il faut le vérifier, le waterfall que tu as fait, Claude. Ouais, Enfin, bien tu vois. sûr, ouais. Donc, mais effectivement, on gagne beaucoup de temps avec l'IA, nous. Après, on explique à nos startups que elles ont quand même intérêt à l'utiliser, et on a des exemples de startups qui, de fait, grâce à l'IA, ont fait des économies de productivité de dingue. Donc, en fait, l'histoire de le SaaS est mort, non, je crois pas que le SaaS soit mort. En fait, si tu fais un SaaS bien vertical, bien intégré dans les process, surtout que toi-même, tu utilises l'IA pour tes devs ou ton service client ou ce que tu veux, tu vas avoir un EBITDA bien meilleur et tu vas te vendre plus cher. Donc en fait, l'IA, elle est partout. Et après, l'autre question, c'était le deal flow. Alors oui, effectivement, on a, j'ai pas compté, mais je sais pas si c'est pas 70% du deal flow qui doit être de l'IA. Et là, c'est plus problématique parce que tu as parfois des valos un peu délirantes. Et donc, c'est toujours pareil. C'est bien d'investir dans une bonne boîte. Enfin, déjà, parfois, on se trompe. On pense à une bonne boîte, ça n'est pas une bonne boîte. Mais si tu investis dans une bonne boîte, je dis n'importe quoi, à 100 millions pré-monnaie et que tu la vends 5 ans après 150 millions, c'est pas ça ton métier, en fait. Donc, souvent, On peut oublier un peu trop souvent Ouais. que ton métier d'investisseur, c'est que tu devais faire du retour sur investissement Voilà. et de la et de la rendre, perf et de et rendre de la rendre perf à mes l'argent. investisseurs. Donc, il arrive assez régulièrement qu'on s'arrête en cours de route parce que tu as de la hype autour d'une boîte et puis le gars, il voulait lever, je sais pas, 5 millions, puis à la fin, il lève 15 parce que tu as 12 fonds qui veulent investir et puis il le prend. Je pense que c'est une erreur, mais c'est un autre débat, enfin, on n'a plus le temps. Et là, souvent, on pose le crayon en disant, désolé, nous, on ne fera pas. Et l'histoire de 2021 montre quand même qu'il faut un peu faire gaffe aux valos. Tu vois, en 2021, les valos, elles étaient au plafond. Tout le monde était soi-disant content. Et maintenant, combien de boîtes n'arrivent plus à lever parce que la valo était très, très élevée. Alors, soit eux, soit leurs VC ne veulent pas baisser la valo. Enfin, c'est arrivé des trucs horribles, en fait. Donc, je dis souvent à l'entrepreneur, c'est pas la valo qui doit t'obséder, c'est ta dilution. Ça, oui, ça doit t'obséder parce que si le business angel du premier tour te prend 30% de ta boîte, là t'as merdé en fait. Mais c'est ta dilution. C'est pas la valo, on s'en fout de la. C'est à la fin qu'on compte. Tu vois, c'est quand on vend la boîte. Donc la valo, c'est pas très important. Mais il faut être assez mature pour comprendre ça. Donc c'est la dilution. Il faut pas qu'il soit trop dilué à chaque tour. Mais sinon, si tu fais des valos très élevés, la moindre faute de quart, ça y est, tu tombes quoi. Et à l'ère de l'IA avec des
des équipes de plus en plus restreintes. Moi, j'ai entendu, on va dire que on va mettre ça sur des rumeurs, que quand on n'est que 2-3 dans une boîte, même si elle crache, je sais pas, 1 million et qu'elle fait une jolie croissance, un VC, c'est difficile pour lui d'investir dans une boîte de 2-3 personnes parce que c'est difficile de voir... si on monte pas une scalabilité en disant qu'on va pouvoir scaler en bouchant 10 personnes ou 20 personnes. Moi, je dirais presque le contraire. Prends Lovable, enfin, tu as plein d'exemples de boîtes qui, au début, alors maintenant, je sais pas comment ils sont, mais enfin, je dirais au contraire. Tu vois passer des boîtes maintenant qui ont quelques millions d'ARR au bout de quelques mois, c'était impossible avant. Et donc, cool. Enfin, entre guillemets, si tu as 3 personnes qui ont réussi à avoir 5 millions d'ARR, après, tu discutes de leur plan, effectivement. De toute façon, si à la limite, ils gagnent tellement d'argent qu'ils n'ont pas besoin de toi, c'est même eux qui ont pas besoin de VC. C'est un peu le c'est dans le sens, tu vois. Mais toutes ces boîtes-là, elles sont VC-backed quand même, tu vois, pour scaler. Donc, après, elles lèvent à des valos, eux, vraiment beaucoup plus élevés, mais parce qu'il y a une raison. Il y a beaucoup d'ARR, etc. Donc, non, moi, ça me... C'est un autre monde. Enfin, tu vois, il y a, je sais pas, il y a 30 ans, il fallait t'acheter ton ordinateur, ton serveur, ton machin. Après, tu as eu AWS et donc tu avais besoin de moins d'argent pour financer les boîtes. Aujourd'hui, tu as peut-être encore besoin de moins d'argent. Mais c'est pas grave. Et donc, si tu veux, les next steps, la tendance, le futur du venture, le futur du travail, tu le vois de manière positive. Vous êtes attentiste là en ce moment parce qu'on est en 2026, 2027. En fait, si tu veux, c'est dur. Tu parles de la France là. Ouais, là je parle de la France là. C'est ça, je me disais bien que tu parlais de la France là. On n'est pas attentiste. Nous, on a toujours fait gaffe à pas surinvestir, investir dans les tendances trop. Enfin voilà, donc nous on fait notre métier pas comme on l'a toujours fait. On fait notre métier, on investit dans des boîtes, on essaie que les valos soient pas trop délirantes. On fait alors on a plusieurs fonds en cours, mais nos 8-12 investissements par an, mais on se force pas. S'il y en a que 8 une année, s'il y en a 15 l'année d'après, c'est pas grave. Enfin voilà, non, on fait surtout super gaffe à ce qui va se passer sur le métier du VC dans le futur avec l'IA. Ça, c'est vrai que c'est un point d'attention pour tout le monde, je pense. Donc à la fois ça t'aide, et à la fois, je sais pas, il y en a qui disent que tu n'as peut-être plus besoin de personne. Enfin, on n'en est pas là parce que je pense que tu as l'humain. Donc l'IA, d'ici à ce qu'elle arrive à analyser des founders de point de vue humain, ça va prendre du temps quand même, je pense. Et de toute façon, tous les decks que tu reçois, ils ont été faits par IA maintenant. Ils ont été bien faits par IA, mais il y a quand même de l'input, voilà. Donc l'IA aide beaucoup, mais tant mieux. C'est vrai que c'est vrai parce qu'en fait, encore pas plus tard qu'hier, on voyait une boîte qui était pas vraiment en roadshow, qui avait pas de deck la semaine d'avant, et là elle avait un super deck. Et donc mais tant mieux, enfin, qui était pas con en plus. Hein. C'est quand même eux qui ont donné les inputs. Tu vois. Donc, qu'est-ce que je peux te souhaiter et souhaiter la Brega et est-ce que j'ai oublié de te poser une question essentielle parce que ça y est, on est au terme de notre échange. Qu'est-ce que tu peux me souhaiter ? C'est la même chose qu'à Brega, je pense. Tu peux me souhaiter à moi personnellement de bosser un peu moins. tu bosses vu mon grand âge et du coup, mais c'est pareil, tu peux souhaiter à Brega une pérennité avec des gens qui, j'espère, dans quelques années prendront mon relais en fait. Donc ça, c'est un vrai sujet, le sujet de la dépassation de société de gestion. Hyper important. Et je vais pas citer de nom, mais on sait bien sur la place de Paris qu'il y en a qui n'ont pas réussi à faire ça et qui n'ont pas réussi à intéresser les jeunes assez tôt. Et il y a beaucoup de turnover dans les fonds parce que c'est comme ça. Tu formes des gens, après ils deviennent partenaires, et puis après ils disent tiens, si j'allais être partenaire ailleurs ou si je montais mon fonds, enfin voilà, donc c'est la vie quoi. Donc ce sera mon prochain sujet. Ah, ça sera ton prochain sujet. Franchement. Non, mais c'est vraiment hyper passionnant. Mais c'est passionnant. On s'en refait un autre. Il faut vraiment en parler de ça. Non, c'est hyper important. Écoute, merci beaucoup François pour ton temps. C'était un super échange et puis je souhaite le meilleur à Ben et à Maximilien également et tout le reste de l'équipe. Et puis quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode d'Entretien avec un VC. Salut. Merci Benjamin.